Vaiana cherche son ombre, l'ombre, c'est Maui. Aujourd'hui, on parle de Vaiana dans Pop Culture et Psycho, le dessin animé Disney, qui d'ailleurs sort en live action cette semaine, il me semble. Vaiana, c'est un dessin animé qui nous parle en fait de construction identitaire et qui nous présente un véritable voyage initiatique fait par l'héroïne. Vaiana, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui vit sur une île plutôt de type polynésienne, qui est l'enfant unique du chef de la tribu et qui doit devenir le nouveau chef de son peuple. Elle est adolescente et ça doit se faire incessamment sous peu. Le souci, entre guillemets, sinon il n'y aurait pas d'histoire, c'est que Vaiana, même si elle adore son peuple, elle adore ses parents et elle veut faire plaisir à tout le monde, depuis qu'elle est toute petite, elle ressent un appel irrésistible vers l'océan et vers l'inconnu. Or, l'océan est considéré comme le danger de tous les habitants de cette île qui ne s'en approchent pas, personne ne va pêcher. Ou du moins, personne ne sort de la barrière de corail protectrice. Ce récit, je vous fais d'abord un petit résumé et ensuite on ira un peu plus profond. Ce récit, il est intéressant parce qu'il est très très riche en symbolique psychologique. Ça nous parle de construction du self, ça nous parle de responsabilité sociale et ça nous parle surtout de recherche de sens pour un individu et de quête d'autonomie. D'un point de vue purement psychanalytique, Vaiana, elle va nous illustrer les processus de séparation-individuation dont nous parle souvent Malheur, je vous l'ai souvent cité dans nos vidéos. Ce processus séparation-individuation, c'est le processus où le self va émerger progressivement en se différenciant de la figure parentale. Pour le self, je n'en reparle pas encore aujourd'hui, j'en ai souvent parlé et je vous ai fait récemment une vidéo très explicitement sur le self, vrai self et faux self. Je vous renvoie à ça si vous voulez en savoir plus. Ce qui est intéressant avec Vaiana, c'est que son conflit, il est intérieur parce qu'elle est en train d'être en conflit intérieur entre son devoir moral envers son peuple et son désir de répondre à l'appel de l'océan. D'un point de vue freudien, on peut dire que c'est une tension intérieure entre le surmoi et le ça. Le surmoi étant la pression de l'extérieur, le ça étant le besoin de se réaliser intérieur. Mais ça montre aussi autre chose, c'est une dynamique intrapsychique. C'est qu'au-delà de cette confrontation entre ses envies et les attentes du monde, il y a aussi une confrontation entre le besoin de sécurité et le besoin d'exploration, besoin d'être conforme et puis son besoin d'authenticité. Donc c'est vraiment très, très riche en symbolique et ce film, il offre aussi une perspective très jungienne puisqu'en fait, le voyage de Vaiana qui quitte son île pour rejoindre Tefiti, ça peut aussi être interprété comme un processus d'individuation du point de vue jungien. C'est-à-dire que ça intègre les aspects conscients et inconscients du psychisme et chaque personnage rencontré est un archétype. Là aussi, je vous renvoie à Jung, je vous ai fait un certain nombre de vidéos sur le sujet. Hem, Chaque personnage rencontré est donc un archétype et c'est une projection des forces et faiblesses de Moana elle-même. Je vais aller un peu plus loin dans les explications, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi d'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait l'erreur depuis le début de cette vidéo. Je dis souvent Moana au lieu de Vaiana. Moana est le nom officiel du dessin animé. Pour la France, on a fait une exception et Disney a rebaptisé Moana en Vaiana. Pourquoi? Parce que Moana, c'est un mot tahitien français, c'est un mot qui signifie océan, déjà, c'est très joli et surtout Moana est une marque déposée qui n'a pas cédé à Disney. Par conséquent, en France, on a changé le prénom. Donc si jamais je m'emmêle les pinceaux entre les 2 prénoms, sachez qu'il s'agit bien du même personnage. Donc le personnage de Vaiana, qui a cet appel irrépressible pour, l'ailleurs et l'aventure depuis qu'elle est tout bébé. On peut dire que l'océan, qui d'ailleurs est, un personnage à lui tout seul dans le dessin animé et qui, est capable de communiquer et de faire des blagues d'ailleurs, c'est un objet transitionnel symbolique. Là, je vous renvoie à Winnicott. C'est un objet qui permet à Vaiana, d'avoir un espace sécurisant dans lequel elle va pouvoir explorer son désir, ses désirs même, parce qu'elle en a plusieurs, et elle va pouvoir aussi explorer sa créativité. En fait, l'océan, il va agir pour elle comme un guide psychique. C'est hem, un personnage archétypal à lui tout seul. Il est là pour faciliter la rencontre de Vaiana avec son propre inconscient et avec la réalisation de ses potentiels. Autre archétype
très intéressant, c'est le personnage de Maui, le demi-dieu. Là où il est intéressant, c'est qu'il représente très clairement la part d'ombre de Vaiana. En gros, toutes les peurs, toutes les insécurités et aussi toutes les compulsions de Vaiana sont externalisées et représentées dans le personnage de Maui. C'est très intéressant parce que du coup, ça permet à Vaiana de reconnaître et de travailler sur ces parties qui ne sont pas intégrées. Rien que leur rencontre, où il y a quand même un conflit très fort dans leur rencontre et dans les instants qui suivent, hem, on peut déjà l'analyser comme un processus qui est à la fois un processus de projection, d'identification et de transfert. Ce processus, c'est un processus d'apprentissage qui se fait par la confrontation avec un miroir externe. Si on n'a pas de miroir externe qui nous reflète nos conflits internes, on ne peut pas évoluer. Et donc le personnage de Maui, il a cet intérêt très particulier dans ce dessin animé, et qui est d'ailleurs proposé de manière très subtile, ce qui en fait un très bon personnage secondaire. Un autre personnage, un peu moins à l'écran, mais tout aussi intéressant d'un point de vue symbolique, c'est le personnage de Thala, la grand-mère. Hem, Thala, elle est présente, comme tiers protecteur depuis la naissance donc de Vaiana. Heu, Elle lui montre que l'océan n'est pas un danger, que tout n'est pas manichéen comme sa famille et les autres habitants peuvent le dire et le craindre. Elle se représente en fait comme un auxiliaire de soutien et comme une médiatrice entre Vaiana et sa famille, Vaiana et son peuple, Vaiana et l'océan, Vaiana et ses peurs. Elle va permettre l'internalisation de la confiance en soi pour Vaiana et elle va lui permettre de prendre des décisions de manière autonome. C'est un personnage extrêmement intéressant et nécessaire dans les contes. Pas forcément Thala elle-même, mais le personnage qui est là pour accompagner sans obliger. Je vous ai régulièrement parlé de Bettelheim qui a fait la psychanalyse des contes de fées, un livre qui date des années 70, mais qui est une mine d'or pour analyser justement ces contes initiatiques. Cette figure qui accompagne le héros tout en lui laissant sa responsabilité et ses choix, c'est une figure extrêmement importante pour permettre justement aux jeunes héros qui manquent d'étayage de passer le cap, d'affronter ses peurs et du coup d'évoluer. De manière générale, les figures parentales et les figures communautaires, elles représentent le cadre structurant. Les règles sociales, l'autorité morale, les règles culturelles, tout ça, c'est vraiment nécessaire. Mais si on reste enfermé dans le cadre que la société et que nos proches nous imposent, on ne peut pas vraiment évoluer et accéder à notre propre authenticité. Donc pour un personnage comme Vaiana, pour une héroïne comme Vaiana, il y a besoin d'une confrontation. Et le fait qu'elle se confronte à l'océan, ça va lui permettre de dépasser les limites du cadre qui lui sont proposées pour enfin accéder à quelque chose qui lui ressemble plus, à son propre self. Mais pour autant, vous le verrez, on va en parler un peu plus loin, elle ne se coupe pas, il n'y a pas rupture avec la communauté et avec ses proches. C'est ça qui est extrêmement intéressant, on n'est pas dans une solution, comment on dit? Dans une situation qui se termine mal finalement. Et bien entendu, pour pouvoir évoluer, Vaiana va devoir se confronter à différents obstacles. Là aussi, c'est un conte initiatique, on va passer par des épreuves initiatiques du coup. Donc, en termes d'obstacles, le fait d'apprendre à naviguer, elle qui n'a jamais été sur un bateau, le fait d'apprendre à se confronter à des tempêtes, à la nature, de se confronter à Maui qui ne veut pas coopérer, il a fallu sauver Maui et au final, elle se confronte avec Teka, qui est une espèce de monstre de lave, de cendres et de fureur qui, qui est le boss de fin de son voyage, initiatique. Au cours de ce voyage, chacune des épreuves qu'elle va rencontrer, ça correspond à un processus de résolution de ses conflits internes. Parce qu'à travers ces épreuves, elle apprend à gérer son angoisse. Elle apprend à intégrer la peur. La peur fait partie de nos vies. On ne peut pas vivre dans un monde où on n'a pas peur. Ça n'existe pas. Il s'agit de ne pas laisser la peur nous diriger. Elle va apprendre à développer de la résilience.
Elle va apprendre à devenir responsable, à faire des choix responsables et aussi à faire des choix moraux, ce qui est un apprentissage, compliqué pour un jeune adulte, mais une étape indispensable du développement d'un être humain. Et comme Disney aime bien mettre les choses de manière très symbolique et très visuelle à l'écran, en l'occurrence, ça se traduit par la transformation de Teka, donc ce monstre, de cendres et de lave qui se transforme en Te Fiti, qui est telle une espèce de montagne de verdure et un havre de paix. C'est très symbolique, c'est très beau, mais c'est très symbolique et ça nous représente surtout la réconciliation avec la nature et avec les forces destructrices, qu'elles soient internes ou externes. Et tout ça, ça nous représente l'intégration de l'ombre, le concept jungien, le fait que nous soyons capables d'accueillir nos propres contradictions. Voilà. Il faut pouvoir constater, prendre conscience, constater et accueillir nos propres contradictions pour pouvoir évoluer. Donc une fois qu'elle a battu le boss de fin, que se passe-t-il? Moana reprend la route et rentre chez elle. Grâce à son action, l'île est sauvée et voilà, tout le monde l'attend et est ravi de la retrouver en bonne santé et l'accueille en héroïne, tant mieux. Elle-même, elle revient transformée, elle est devenue pleinement autonome, pleinement responsable et elle est restée en même temps très connectée à sa communauté et à tout son héritage culturel. D'ailleurs, l'image de fin du dessin animé, c'est qu'elle monte tout en haut de la montagne, là où tous les chefs qui se sont succédés, au sein de cette, communauté ont posé une pierre l'une après l'autre sur le rocher symbolique et elle, elle va poser son coquillage. On comprend donc qu'elle devient la nouvelle chef du village. Il y a une réalisation du self et cette réalisation du self ici, ça illustre l'individuation du point de vue jungien ou l'intégration en fait de toutes les expériences conscientes et inconscientes qu'elle aura faites au cours de son périple. C'est ça qui va permettre à son self d'émerger, un self qui soit à la fois authentique et équilibré. En fait, c'est simple, le parcours de Vaiana, c'est un parcours de maturation psychique. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ce n'est pas manichéen justement. Ça nous montre que pour devenir un adulte mature et responsable, il faut perpétuellement naviguer entre le connu et l'inconnu, entre le devoir et nos envies personnelles, entre le courage et la peur. Et donc c'est très complexe de naviguer en permanence entre toutes ces différentes injonctions internes et externes. Et c'est notamment un processus par lequel passent tous les adolescents. Et peut-être qu'on n'en prend pas suffisamment conscience. On a tendance à critiquer nos adolescents parce qu'ils sont butés, parce qu'ils veulent rien faire, parce qu'ils râlent. Oui, mais prenons conscience du fait qu'ils sont en train de passer du stade de l'enfance où ils n'avaient finalement pas vraiment de désir personnel et aucune responsabilité, à un monde très vaste qui s'ouvre à eux, où ils peuvent justement expérimenter de la liberté, expérimenter leurs envies personnelles, mais le poids du devoir, le poids de l'obligation et des règles est extrêmement lourd également et tout ça, ça demande du temps pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir devenir autonome, de manière plus ou moins sereine, mais surtout de manière équilibrée dans le temps. Donc pour conclure, Vaiana, c'est quand même une belle fable. Heu, je pense que ce qui est la plus belle réussite de Disney, en l'occurrence, c'est que la fable n'est pas moralisatrice et le développement du personnage est en fait très fin. C'est pour ça que moi ça me plaît. C'est un récit qui est extrêmement psychologique et sans qu'on s'en rende compte, il nous parle de construction identitaire, il nous parle de développement de soi et de développement moral, il nous parle de résilience et il nous parle d'intégrer notre ombre. Et tout ça, ça illustre comment les figures de soutien, mais aussi les épreuves, mais aussi les conflits internes, tout ça, ce sont des choses qui sont essentielles pour devenir petit à petit pleinement soi, tout en maintenant nos liens affectifs et nos liens culturels. Il ne faut pas perdre, contact avec nos racines tant qu'elles sont bienveillantes et positives
et donc je trouve que c'est une très belle, morale, une très belle histoire que Disney nous a inventée, en l'occurrence, puisqu'il ne s'agit pas d'un conte traditionnel, c'est un conte inventé par Disney. Là aussi, il faut reconnaître que, loin des clichés et des critiques de ces dernières années, je trouve que Disney fait des contes extrêmement, enfin, l'entreprise Disney fait des contes extrêmement pertinents. Vous me l'avez demandé, je vous redonne une petite liste, de références psy comme je le faisais auparavant. C'est assez court puisque je repars de bases dont je vous ai régulièrement parlé. Hem, le surmoi et le ça, bon, mais forcément, ce sont des concepts freudiens, donc je vous renvoie à son texte qui s'appelle «Le moi et le ça», qui est la base, une des bases du travail de Freud. Pareil pour Winnicott, je vous ai parlé je ne sais combien de fois de jeu et réalité qui est la base de son travail. Pour Mahler, de même, tout ce qui est, hem, alors j'ai le nom en anglais, en français ça doit donner «La naissance psychologique de l'enfant humain». Il me semble que c'est ça la traduction. Pour Jung, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages, qui pourraient convenir. J'ai choisi de vous parler de «L'aspect psychologique de la persona», qui est, je pense, un ouvrage très intéressant pour parler à la fois des archétypes et du développement du psychisme. Pour Bettelheim, bon, ben, je vous renvoie à son livre phare, La psychanalyse des contes de fées, et je rajoute une dernière référence que j'ai pas citée dans la vidéo. Je vous renvoie vers le travail de Jean Piaget, qui est extrêmement intéressant sur le développement, psychologique de l'enfant et de l'adolescent, et notamment là, j'ai travaillé avec son bouquin qui s'appelle «Le jugement moral chez l'enfant», qui est une excellente référence pour travailler le sujet. J'espère que ce nouvel épisode de Pop Culture et Psycho vous a plu. Si ce sujet de l'individuation et de la croissance psychique, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous renvoie en fait à 2 analyses de chez Disney que j'ai fait ces derniers temps, Bambi que j'ai fait très récemment, mais aussi toute une série d'épisodes que j'ai fait sur le dessin animé Réponse, et qui illustrent très bien ces différentes étapes de confrontation à son ombre et de processus d'individuation. Voilà, n'hésitez pas à vous y référer. De même, dans mes analyses de faits psychologiques, comme je vous l'ai dit, j'ai fait récemment une analyse sur le vrai self et le faux self. Je vous y renvoie pour en savoir un petit peu plus. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des sujets qui restent flous, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Vous savez que je vous lis toujours. À très bientôt. Bye bye.